sur le troisième processus psychologique dans la liste, à savoir la formation des attitudes. On est en train de détailler le processus de décision. La formation des attitudes, je vous ai dit, elle a accaparé énormément d'intérêt et énormément d'engouement de la part à la fois de la communauté des chercheurs que des praticiens, pour la simple raison qu'on est sur un processus psychologique central, un processus qui nous permettra de comprendre une bonne part du pourquoi d'un comportement. C'est la raison pour laquelle on s'y intéresse tellement. Comprendre la formation des attitudes va nous aider énormément à comprendre pourquoi un consommateur prend la décision d'aller vers tel ou tel produit. Le résultat, c'est qu'on se retrouve aujourd'hui avec énormément de définitions. Parmi les définitions que je vous ai choisi celle d'ACN. Pour faire simple et pour ne pas entrer dans la polémique concernant les multiples définitions, j'ai envie juste de vous dire que l'attitude, gardez en tête que c'est une évaluation globale, c'est un jugement global qui nous permettra de comprendre qu'est-ce qui pousse un consommateur à développer une opinion favorable à l'égard d'un produit, d'une marque ou une enseigne, ou l'inverse, développer une attitude négative et donc une évaluation négative et défavorable à l'égard d'un produit ou une enseigne. Pourquoi on s'est intéressé tellement à la formation des attitudes? C'est parce qu'elle joue multiples fonctions. Elle peut avoir différents rôles. Le premier rôle ou la première fonction, c'est la fonction utilitaire. Ça nous rend service. Ça rend service au consommateur parce que ça lui facilite la tâche. Imaginez avec moi, s'il vous plaît, le jour où vous voulez prendre une décision, dans votre tête, dans votre mémoire, vous avez un certain nombre de marques, de produits parmi lesquels le choix est possible. Pourquoi? Parce que vous avez développé une attitude favorable les concernant. Et de l'autre côté, vous avez toute une batterie de produits ou de marques pour lesquels vous avez développé une attitude négative, une attitude défavorable. Donc ça facilite. C'est utile pour le consommateur parce que ça facilite énormément sa prise de décision. La deuxième fonction, l'attitude, elle a également une fonction d'expression des valeurs. Imaginez avec moi quelqu'un qui vous dit « J'adore Yves Saint-Laurent ». Ça reflète quelque part un système de valeurs versus quelqu'un qui vous dit « Je déteste les marques de luxe ». Pour ne prendre que ces deux exemples-là, vous voyez qu'à travers les attitudes qu'on exprime à l'égard d'un certain nombre de produits, catégories de produits en bloc, ou à l'égard de certaines marques, ou à l'égard de certaines enseignes, on exprime notamment une part de ce système de valeurs. L'attitude joue également une fonction de défense de l'ego. Pour titiller mes étudiants, j'ai assez tendance à leur poser la question dans la salle, qui est pour les produits cosmétiques pour hommes? Et je vois tout de suite un tas de jeunes qui tout simplement vont réagir assez négativement. Non, madame, c'est quelque chose qui va porter atteinte à notre virilité et ainsi de suite. Et j'arrive par la suite progressivement à les convaincre que tout ça, c'est quelque chose qui est lié à la défense de l'ego. Et là, les marques, notamment de produits cosmétiques, des parfums pour hommes, l'ont bien compris. Si on fait une analyse sommaire des marques ainsi que des stratégies de communication, on va découvrir assez facilement qu'on a compris que cette fonction de défense de l'ego est très présente chez la gente masculine par rapport à ce type de catégorie de produits. C'est la raison pour laquelle on va retrouver qu'une bonne partie de ces marques vont essayer de rassurer notamment les hommes dans leur virilité. On va retrouver des noms tels que Jaguar, La Jungle, Le Brut. Tout ça témoigne tout simplement de cette volonté de dépasser cette fonction de défense de l'ego qui pourrait notamment constituer un frein à la consommation d'un certain nombre de produits. Dernière fonction qui est intimement liée d'ailleurs à la première, la fonction d'organisation des connaissances. En tant que consommateur, on a besoin de mettre de l'ordre dans les informations stockées dans nos mémoires. D'accord? Et comment on va mettre de l'ordre? En notamment classant par, on va dire, chapitre ou par dossier, un certain nombre de marques parmi lesquelles le choix pourrait éventuellement être possible versus un certain nombre de marques qui vont être rejetées par le consommateur. Et derrière, la considération tout simplement, c'est
quelles sont les marques pour lesquelles on a une attitude positive et versus quelles sont les marques pour lesquelles on a une attitude négative. Voilà donc pour ces différentes fonctions qui expliquent pourquoi ce processus psychologique en particulier a suscité énormément d'intérêt et par votre conséquence a donné lieu à énormément de travaux et par conséquence énormément de définitions et des mesures. Les composantes de l'attitude. Et ce qui va nous permettre de comprendre par la même occasion cette multiplicité des définitions. On nous parle de trois principales composantes de l'attitude. La première composante, ce qu'on appelle la composante cognitive. La composante cognitive, elle nous renvoie vers un ensemble de croyances à l'égard d'une marque. Ça veut dire que si le consommateur développe une attitude positive à l'égard d'un objet, il est capable de nous dire pourquoi. Parce qu'il a fait appel à la raison. D'accord? Il est capable de nous dire pour tel ou tel argument. Parce que cette marque, elle est évaluée mieux que les autres marques sur tel ou tel critère. Ça, c'est ce qu'on appelle la dimension cognitive. Il y a d'autres qui nous disent l'attitude, c'est un jugement global. Et c'est du registre des sentiments. Et de la même façon qu'on n'arrive pas à expliquer les sentiments à l'égard des êtres humains, on n'arrivera pas non plus à décortiquer et à expliquer les sentiments que certains consommateurs peuvent développer à l'égard de certaines marques. On aime telle marque, on déteste telle marque, mais on n'est pas capable d'aller au-delà. Le consommateur n'est pas capable de justifier pourquoi il a développé un sentiment favorable ou sentiment défavorable. La troisième dimension, c'est la dimension cognitive. Donc, il y a un tas de chercheurs qui nous disent, mais le plus important, ce n'est ni la dimension cognitive, ni la dimension affective. Le plus important, qu'est-ce que le consommateur va acheter? Et donc, pour évaluer l'attitude, on va poser principalement, par voie de conséquence, la question concernant les intentions d'achat. Est-ce qu'il a l'intention d'acheter la marque en question? Entre les trois angles d'attaque, bien évidemment, il y a un tas de chercheurs qui vont vous dire l'attitude, c'est les trois dimensions à la fois. D'autres vont vous dire l'attitude, c'est la dimension cognitive et affective. Et d'autres vont vous dire c'est la dimension affective et cognitive et ainsi de suite. Donc, toutes les combinaisons sont possibles. Et au final, on se retrouve avec plus que 200 définitions, notamment de ce concept. J'arrive maintenant à l'utilité de tout ça. Définir les dimensions, ça a un avantage, pour nous, managers. L'avantage, c'est que ça nous permettra de déterminer comment peut-on mesurer, comment peut-on évaluer la formation des attitudes pour qu'on puisse justement comprendre mieux le pourquoi du comportement d'un consommateur. En fonction de la définition qu'on a choisie de l'attitude, on va tomber sur des mesures complètement différentes. Si on a choisi de définir l'attitude selon la dimension cognitive, on va basculer en termes de mesures sur une évaluation par rapport à un certain nombre de critères de choix. Globalement, je prends un exemple, je voudrais savoir l'attitude à l'égard d'un film, il faudrait que je détermine un certain nombre de critères que le consommateur utilise pour évaluer un film. Et je vais soumettre ça à l'évaluation. D'accord? Je veux évaluer l'attitude qu'a le consommateur à l'égard d'une GMS. Il faudrait que je détermine un certain nombre de critères qui font l'objet de l'évaluation par le consommateur des GMS et je vais pouvoir par la suite proposer ça à l'évaluation. Et ça, ce sont des choses que vous avez dû voir dans les cours des études de marché, notamment à travers les échelles d'attitude. D'accord? On utilise d'ailleurs, entre parenthèses, énormément les échelles d'attitude dans les études du comportement du consommateur. Si, par contre, on a choisi de définir l'attitude selon la dimension affective, la question de mesure ici est très simple. Il suffit de poser une seule et unique question à insérer dans n'importe quel questionnaire. Quelle est l'évaluation globale que le consommateur a de la marque, a de l'enseigne, a du prestataire de service? D'accord? Voire on peut proposer dans certaines situations un classement. D'accord? Mais entre guillemets, en termes d'analyse, il est plus simple que vous proposez notamment une évaluation globale sur une échelle d'attitude que plutôt un classement, ce qui est un peu plus complexe au niveau de l'analyse des données. Troisième type de mesure, lorsqu'on définit l'attitude selon la dimension cognitive, il faudrait qu'on pose la question: avez-vous l'intention d'acheter cette marque-là
la prochaine fois que vous allez faire vos courses. D'accord? Avez-vous l'intention de fréquenter ce magasin la prochaine fois que vous allez notamment faire un tour? Avez-vous l'intention de faire vos courses dans telle enseigne la prochaine fois quand vous aurez besoin de faire le plein de vos achats? Voilà donc pour les mesures. Je bascule maintenant, si vous permettez, vers les modèles de formation des attitudes. D'accord? Le résultat de cet ensemble des travaux, comme je l'ai précisé au départ concernant la formation des attitudes, c'est qu'aujourd'hui, on arrive à décrypter assez profondément, notamment comment l'attitude chez le consommateur se forme. Et ça, c'est très impressionnant parce que, en tant que consommateur que vous êtes, je pense qu'il y a un tas de comportements de consommateurs que vous n'arrivez pas à vous expliquer. Vous n'arrivez même pas à expliquer qu'est-ce qui vous a amené dans certaines situations à se retrouver avec le téléphone que vous avez, avec le téléviseur que vous avez, avec tel ou tel produit ou telle marque. D'accord? Mais nous, en tant que spécialiste du comportement du consommateur, on est capable de décrypter ça. Et on est capable, moyennement des études assez simples à mettre en place, on est capable de comprendre comment le consommateur en est arrivé à cette décision-là, comment il est arrivé à prendre notamment ce produit-là, à acheter cette marque-là, à opter pour ce prestataire de service. Moyennement quoi? Moyennement justement la mise en place d'un certain nombre de modèles qu'on appelle les modèles de formation des attitudes. Ces modèles, je vous propose de les regrouper autour de deux grandes catégories. La première catégorie, ce qu'on appelle les modèles compensatoires versus les modèles non compensatoires. Qu'est-ce qui se cacherait derrière les modèles compensatoires? Vous avez entendu le mot compensatoire. Autrement dit, la règle de compensation qui va dominer pardon, dans ce type de modèle. Parmi ces modèles, je vous propose le modèle de Fishbein, un des modèles les plus répandus parmi la catégorie des modèles compensatoires. Quel est le principe de ce modèle? Le principe de ce modèle, c'est que pour calculer l'attitude à l'égard d'un objet, qu'est-ce que ce modèle nous propose? Il nous propose de prendre le poids de l'attribut, le critère, d'accord, qu'on va multiplier par l'évaluation de l'objet par rapport à chaque attribut. Et on va faire la somme, notamment, de cette multiplication poids de l'attribut fois l'évaluation de l'objet sur chaque attribut. Rassurez-vous, on verra de manière pratique comment ce modèle va se déployer en réalité. Juste essayer de comprendre avec moi la logique. Je veux calculer l'attitude à l'égard d'un objet. Qu'est-ce qu'il me faut? Je disais tout à l'heure par rapport à la dimension cognitive qu'on prend les critères et on va noter par rapport à chaque critère quelle est la note qui va être donnée par le consommateur sur le critère en question. Ben, je vais faire tout simplement la somme de tout ça. D'accord? Mais je vais prendre en considération le poids, la pondération. D'accord? Donc, parce qu'il y aura certains critères qui sont très importants pour le consommateur et il y aura certains critères qui vont être beaucoup plus secondaires. À la différence des modèles non compensatoires, les modèles non compensatoires ne s'appuient pas sur la compensation. Donc, ils s'appuient sur quoi? On va retrouver des règles complètement différentes. Et je vous propose de voir ça à travers trois principaux modèles qui dominent. Le modèle conjonctif ou à seuil, le modèle disjonctif et le modèle lexicographique. Alors, pour vous expliquer plus facilement la différence entre ces différents modèles, je vous propose de basculer sur un exemple concret. D'accord? On imagine ici un produit électroménager quelconque. Parmi les critères de choix, notamment de ce type de produit, on pourrait retrouver le prix, la solidité, le mode d'utilisation et la couleur. D'accord? Je reviens à l'application du modèle de Fishbein. Donc, qu'est-ce que je disais tout à l'heure pour le modèle de Fishbein? Pour calculer l'attitude à l'égard d'une marque ou à l'égard d'un objet, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut le poids de l'attribut que je vais multiplier par l'évaluation donnée sur l'attribut en question. Les attributs
c'est prix, solidité, mode et couleur. D'accord? De quoi ai-je besoin pour pouvoir mettre en place l'application, notamment de la formule du modèle de Fishbein? Je reviens à la formule. J'ai besoin de deux paramètres, le poids de l'attribut et l'évaluation de l'objet sur l'attribut. Il suffit tout simplement qu'au niveau des études de marché, que j'aille poser ces deux questions. C'est très facile. D'accord? J'ai mes critères. Je vais proposer au consommateur de répondre à la question quel est le poids qu'il attribue à chacun de ces critères pour le choix d'un appareil électroménager. Moyennement quoi? Moyennement une échelle d'attitude. Donc, je pense que vous connaissez les échelles d'attitude. Parmi les plus usuelles, on a l'échelle de Likert. Je vais vous proposer de donner une note allant de 1 à 5, par exemple, et qui va traduire le poids que vous donnez à chacun des attributs. Voilà, j'ai l'information contenue dans ma première colonne. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Il me faut l'évaluation de chacune de ces marques par rapport à chacun de ces critères. Comment je fais? Là, idem, sur un questionnaire, donc j'ai ma première question, j'ai besoin d'une deuxième question. Tout ça, je peux l'obtenir en une seule question. Je n'ai qu'à envisager un tableau à double entrée. J'ai d'un côté les marques, de l'autre côté les critères. Et je vais préciser en haut, en bas, l'échelle d'attitude. D'accord? Je vais vous demander aux gens de donner une note par rapport à la marque A concernant le prix, par rapport à la marque B concernant le prix, par rapport à la marque C concernant toujours le prix. Et ainsi de suite, je passe à la solidité. Quelle est la note qu'ils vont donner à la marque A versus la marque B versus la marque C? Et je passe en revue l'ensemble des critères. Avec ça, j'ai ce qu'il faut pour calculer mon attitude à l'égard notamment de chacune de ces marques. J'applique la règle ou le modèle notamment de Fishbein. Selon le modèle de Fishbein, on avait dit l'attitude à l'égard d'un objet, c'est l'ensemble des poids de chaque attribut multiplié par la note ou l'évaluation donnée à la marque par rapport à chaque attribut. Ça revient à dire l'attitude à l'égard de la marque A, c'est quoi? C'est 5 fois 2 plus 3 fois 4 plus 4 fois 5 plus 2 fois 2, ce qui me donnera un total de 46. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à me dire si vous me suivez. Est-ce que c'est clair ou est-ce que je dois recommencer? Je passe à l'attitude à l'égard de la marque B. Je vais faire la même chose. Je prends 5 fois 5 plus 3 fois 2 plus 4 fois 2 plus 2 fois 2, ce qui me donnera un total de 43. Et je fais de même par rapport à la marque C. Je ne fais rien d'autre qu'appliquer à la lettre la formule du modèle de Fishbein. D'accord? Le poids de l'attribut que je multiplie par l'évaluation de l'objet sur l'attribut en question. D'accord? Et la somme de tout ça, c'est ce qui va me donner l'attitude à l'égard d'un objet. Ici, l'objet, c'est la marque. Je passe maintenant à la série des modèles non compensatoires. Vous avez compris ici que dans le modèle compensatoire, je laisse aucun critère à la trappe. Je prends en considération tous les critères et il y a ici un phénomène de compensation qui s'opère. Pourquoi? Regardez avec moi, s'il vous plaît, ici. L'attitude la plus élevée, elle est à l'égard de la marque A. Et pourtant, si je regarde question prix, la marque A, elle est moins évaluée que la marque B et la marque C. Mais parce que ici, c'est un phénomène de compensation qu'on a appliqué ici. On a appliqué le principe de compensation. Ça veut dire une note moins élevée ici sur le prix. C'est une note qui a été rattrapée par des notes élevées concernant la solidité, concernant notamment le mode d'utilisation. D'accord? Donc, je prends le tout et je regarde quelle est l'attitude de manière globale. À la différence des autres modèles dits non compensatoires, on ne va pas retrouver la règle de compensation, mais on va retrouver d'autres règles. Je commence par le premier modèle. Donc, je disais, on l'appelle le modèle conjonctif, on l'appelle aussi le modèle à seuil. Les étudiants qui me suivent, ils savent très bien
quelle est la logique derrière ça? Parce que ça fait partie des modèles qu'on utilise en termes de système de notation. Le principe de la note éliminatoire. D'accord? Donc, on est ici sur la même logique. On fixe un seuil. Le seuil, il pourrait être d'ailleurs un seuil minimum, comme il pourrait être un seuil maximum. Je pourrais fixer un seuil maximum et dire, je n'achèterai pas un téléphone qui dépasserait tel budget. D'accord? Comme je pourrais dire, je n'achèterai pas un téléphone en dessous de tel budget. D'accord? Mais ça pourrait être n'importe quelle autre caractéristique. Je n'achèterai pas une imprimante en dessous de tant de copies par seconde, par minute. Je ne sais pas quels sont les paramètres au juste, notamment dans le milieu professionnel. Donc ici, vous voyez s'il vous plaît dans ma colonne, en termes de besoin en information, qu'est-ce que j'irai chercher à travers les questionnaires? J'ai besoin ici de poser la question concernant non pas le score d'importance, mais le seuil minimum toléré. D'accord? De la même façon que ce qu'on a fait tout à l'heure. Une question ici, et je vais par la suite poser la question marque par marque. Quel est le seuil minimal qui va être toléré par rapport à chacune des marques versus chacun des critères? D'accord? Le principe du modèle conjonctif. Je vais chercher tout simplement les notes éliminatoires et je vais voir comment le consommateur va écarter les marques qui ne répondent pas à cette question de seuil. Si on regarde justement ce tableau, qu'est-ce qu'on pourrait remarquer? On pourrait remarquer que le seuil minimum pour le prix, il est de 4. Donc la marque A, elle ne répond pas à ce seuil minimum, donc elle va être écartée par le consommateur. À l'encontre de la marque B et C qui vont être retenus par rapport à ce critère. Mais je ne considère pas uniquement un seul critère, je considère ici, j'ai au total 4 critères, mais dans la réalité, il pourrait y avoir nettement plus que ça. La marque B, elle ne répond pas à ces seuils minimaux par rapport à la solidité, par rapport au mode. Et la seule marque qui n'a pas une note éliminatoire et qui dépasse tous les seuils fixés par le consommateur, c'est la marque C. Donc on pourrait imaginer ici que le consommateur a développé une attitude favorable à l'égard de la marque C. La suite. Le modèle disjonctif. Le modèle disjonctif, c'est un des modèles les plus utilisés par le consommateur. Pourquoi? Parce que la majorité de nos achats, ce n'est pas des achats qu'on appelle à forte implication, les achats qui coûtent cher, qui nécessitent un processus assez lent, assez complexe et qui nécessitent énormément de réflexion. L'essentiel de nos achats de tous les jours, c'est les achats qu'on appelle à faible implication. Les achats des produits alimentaires, les achats des produits d'entretien du corps et de la maison. Et ce sont majoritairement des achats dont le processus est un processus beaucoup plus simple et beaucoup plus routinier. Et dans ce registre, on va retrouver que l'usage assez déployé pour ce type d'achat, c'est le modèle disjonctif. Le principe du modèle disjonctif, c'est quoi? Le consommateur va choisir un seul et unique critère. C'est généralement le critère qu'il considère le plus important. Et sur cette base-là, il va départager entre les marques. Je veux acheter un paquet de pâtes, je ne vais pas considérer, à moins que je sois vraiment une amatrice de pâtes, énormément de critères. Donc je pourrais m'appuyer sur le prix, et uniquement sur le prix, ou sur la marque, et uniquement sur la marque. Et sur cette base-là, je vais finalement choisir une marque pour laquelle j'ai une attitude plus élevée que les autres. Le modèle lexicographique en dernier lieu. On l'appelle aussi le modèle step by step ou étape par étape. Quelle est la logique de ce modèle? La logique de ce modèle, c'est qu'on va considérer un critère à la fois. On ira vers le critère qui suit uniquement c'est nécessaire. Je m'explique. On a recueilli, vous remarquerez s'il vous plaît que pour l'ensemble des critères, à l'exception du modèle conjonctif, ce qu'on a, on a les scores d'importance. D'accord? Versus les notes données en marque, à l'exception du modèle conjonctif pour lequel on pose la question concernant les seuils. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a les scores d'importance, d'accord? On a les notes données en marque et on va voir comment ce modèle va être appliqué. Le consommateur va commencer déjà par réfléchir quels sont les critères les plus importants. Donc je commence toujours par le critère le plus important. Le critère ici qui a le plus grand score, c'est le prix. Donc je zoome uniquement et exclusivement sur le prix, s'il vous plaît, dans un premier temps. Je regarde quelles sont les notes attribuées aux différentes marques.
Je vois ici que la marque A obtenu la note de 2. La marque B, la note de 5. La marque C, la note de 5. La marque A est écartée. D'accord? Au niveau de ce premier round. Mais j'ai deux marques qui sont sur le même pied d'égalité, ce qui va obliger indéniablement le consommateur à recourir à un autre critère. Imaginez avec moi, si ici la marque B a obtenu la note de 4 et la marque C a obtenu la note de 5, on arrêterait ici. C'est pour ça qu'on l'appelle step by step, ou étape par étape. D'accord? Mais parce que j'ai ici égalité, que ça va m'obliger à aller sur un autre critère. Et quel est le critère vers lequel je vais aller? Toujours le critère qui vient en second lieu en termes de score d'importance. D'accord? Regardez s'il vous plaît avec moi. Au niveau de ce deuxième critère, le mode d'utilisation, la marque A a obtenu la note de 5, mais elle n'est plus considérée. Pourquoi? Parce qu'elle a été écartée par le consommateur au niveau de la première étape. Ce qu'il va regarder à ce niveau-là, c'est uniquement la marque B et la marque C pour voir comment il peut départager entre ces marques. Supposons ici que, en termes de notes concernant le mode d'utilisation, le consommateur a accordé 3 pour la marque B et 3 pour la marque C. Ça l'aurait obligé à aller vers un troisième critère, toujours par ordre d'importance, pour pouvoir départager. J'espère que mes propos sont clairs parce qu'on va passer à des exercices d'application pour essayer de décortiquer tout cela. Ce que je vous propose, c'est en train de voir comment on peut appliquer justement ces différents modèles. D'accord? Alors, donc je disais, les données qu'on a émanent de deux types de questions. Une question qui va concerner l'information concernant les scores d'importance versus une question qu'on pourrait très bien mettre sous forme d'un tableau à double entrée qui nous permettrait de récupérer les notes données aux différentes marques par rapport à chacun de ces critères. D'accord? Au total, on aura notamment un tableau de ce style-là. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va conduire l'analyse qu'il faut pour savoir quel est le modèle que le consommateur a utilisé pour former son attitude. D'accord? À travers ces données-là, on va pouvoir remonter la chaîne. Vous voyez? Ici, je vous mets en situation. Une chaîne de magasins d'électroménager qui voudrait tout simplement comprendre comment ces consommateurs forment leur attitude à l'égard d'une marque. Qu'est-ce qu'elle va devoir faire? Elle peut très bien poster ses enquêteurs à la sortie de magasin. Un téléviseur, c'est grand. Ça passe pas inaperçu. Donc, je peux savoir automatiquement quelles sont les personnes qui peuvent être concernées par mon étude. Et je peux même voir quelle est la marque qu'ils ont achetée. À travers cela, qu'est-ce que je fais? Je conduis une étude. Ici, il ne s'agit pas d'un questionnaire qui s'étale sur des pages et des pages. J'ai besoin de 2 questions, pas plus. Et à travers ça, je pourrais avoir l'information comment ce consommateur a formé son attitude à l'égard de la marque X. Donc ici, on a un consommateur qui vient d'acheter un téléviseur de la marque Samsung. Qu'est-ce qu'on va faire? On va lui poser 2 questions pour savoir comment il est arrivé à former son attitude à l'égard de cette marque-là. Attention, pour le moment, c'est un exercice purement pédagogique. Là, je travaille sur une personne juste pour que vous saisissez quel est le principe de l'application de ces modèles. Bien évidemment, une fois qu'on l'aura compris, on va pouvoir le transposer sur notamment un échantillon beaucoup plus large. Alors, on a les scores d'importance versus les notes. Avec ces données-là, il faudrait d'abord se poser la question, quel est le type de modèle ou quels sont les modèles que je peux tester compte tenu des données. Ici, je n'ai pas les scores, les seuils minimum, donc il y a un modèle qui va sauter. J'ai ici plusieurs critères, il y a un deuxième modèle qui va sauter. Donc au final ici, ma décision reviendra à trancher est-ce que ce consommateur a utilisé le modèle compensatoire ou est-ce qu'il a utilisé un modèle lexicographique. J'applique l'un et l'autre. Je commence par le modèle compensatoire.
La règle du modèle de Fishbein, qu'est-ce que je fais? Je prends les scores d'importance que je multiplie par les notes données à chacune des marques. Donc, je veux calculer l'attitude à l'égard de Samsung. Qu'est-ce que je fais? Je prends 6 fois 5 plus 2 fois 6 plus 5 fois 4 plus 6 fois 4 plus 4 fois 7 plus 5 fois 7 fois 5. D'accord? Et vous notez ici. Ça, c'est l'attitude à l'égard de Samsung. Je vais faire la même chose par rapport à Sony, je vais faire la même chose par rapport à Panasonic et je vais faire la même chose par rapport à LG. Qu'est-ce qui va être important par la suite? C'est de comparer, et j'espère que vous allez faire les calculs en même temps, vous allez comparer les attitudes à l'égard de chacune de ces marques. D'accord? Pour avoir fait les calculs, je peux vous confirmer que la marque qui va bénéficier de l'attitude la plus élevée, c'est la marque Samsung. D'accord? Je passe à l'application du modèle lexicographique. Comment je fais? Je commence toujours, comme je disais tout à l'heure, par le critère le plus important. Ici, j'ai deux critères qui sont sur le même pied d'égalité, prix et qualité d'image. Donc, je peux commencer par l'un ou l'autre. On va voir ce que ça donne, si je commence par l'un ou si je commence par l'autre. Supposons que je commence par le prix. Je regarde concernant les notes données et différentes marques. Qu'est-ce que je constate? Je constate que Sony et Panasonic ont obtenu les scores les moins importants. Ils vont être éliminés. J'ai ici Samsung et LG qui sont sur le même pied d'égalité. Donc, si ce consommateur a commencé par le prix, il ne va pas pouvoir s'arrêter là parce qu'il n'arrivait pas encore à trancher entre LG et Samsung. On peut supposer que les deux modèles qui le concernent ou qui l'intéressent sont au même prix. Ce qui va l'obliger indéniablement à aller vers le deuxième critère, qualité d'image. Et dans ce sens-là, on note que Samsung a 4, contrairement à LG qui a 5. Donc, si ce consommateur avait utilisé un modèle, notamment lexicographique, il serait sorti avec un caméscope de la marque LG et non pas Samsung. Donc, la déduction que je peux tirer de cette application, c'est que ce consommateur a utilisé le modèle compensatoire. D'accord? Ce qui colle d'ailleurs par rapport au principe théorique, parce qu'on dit généralement que pour les achats à forte implication, on ne va pas faire l'impasse sur certains critères, on va utiliser l'ensemble des critères. Et il y a ce phénomène de compensation qui va s'établir, à la différence des achats à faible implication, pour lesquels le consommateur peut opter pour des modèles non compensatoires. Donc l'achat d'un téléviseur, on n'achète pas un téléviseur chaque jour, donc on peut supposer que c'est un achat à forte implication. J'ai une deuxième application, mais le temps nous prend, donc on n'aura pas l'occasion de la corriger cette séance. Si vous voulez, vous prenez en photo cet exercice, vous le faites et bien évidemment, vous pouvez me poser les questions que vous voulez et on fera le point la séance prochaine, Inch'Allah. D'accord? Est-ce que tous les modèles donnent les mêmes résultats? Non, bien évidemment que non. C'est la raison pour laquelle le fait qu'on ait des résultats différents nous permettra de savoir quel est le modèle que le consommateur a utilisé. Donc justement ici, je viens de démontrer que si le consommateur avait utilisé un modèle lexicographique, il serait sorti avec un téléviseur de la marque LG. Or, on sait, on a une donnée de départ ici, c'est qu'il est sorti avec la marque Samsung. Donc on a pu savoir quel est le modèle qu'il a utilisé. Il a utilisé ici un modèle compensatoire et non pas un modèle lexicographique. D'accord? Mais on pourrait retrouver dans certaines situations quelques modèles qui peuvent donner des résultats similaires, notamment entre les modèles non compensatoires. D'accord? Mais on a aussi les principes théoriques qui nous permettent de trancher. D'accord? Alors, je vous laisse prendre cette deuxième application en photo si vous voulez. Comme ça, vous aurez l'occasion de revenir un peu plus sur l'application de ces différents principes, mais cette fois-ci sur un petit échantillon. Donc, vous avez ici des personnes enquêtées. Bien évidemment, une fois qu'on a compris comment on peut le faire sur 10, on peut le faire sur 1000. D'accord? Là, vous allez devoir le faire manuellement, mais bien évidemment, tout ça, vous pouvez par la suite le paramétrer via des logiciels pour faire tout ça de manière plus rapide et plus facile. Mais il faut comprendre les principes en premier lieu. C'est la raison pour laquelle je vous conseille vivement de faire cet exercice d'application pour prendre en main notamment les principes de ces différents modèles. Voilà pour aujourd'hui. Encore une fois, désolée pour les soucis techniques que j'ai eus ce matin. Merci pour votre attention.
Et la séance prochaine, Inch'Allah, on se retrouve pour terminer sur les deux derniers processus psychologiques, à savoir la mémorisation et l'apprentissage. Merci encore et passez une bonne journée.